Merci de nous rejoindre pour suivre votre émission bi-hebdomadaire, le rendez-vous. Madame, messieurs, bonsoir. Pour ce numéro, nous allons passer en revue l'actualité. L'actualité qui reste dominée par la pénurie de carburant dans la ville de Kinshasa. Ça préoccupe au plus haut point. Alors, il faut en parler pour que cette situation puisse trouver gain de cause. Pour en parler sur ce plateau, hormis autre actualité, nous avons invité un habitué de cette émission. C'est M. Raphaël Bolikango, qui est secrétaire général du parti de l'unité Puna. Il est aussi secrétaire exécutif des alliés de l'IDPS. Avec lui, nous allons avoir la lumière sur cette réalité. Bonsoir, M. Raphaël. Bonsoir, Maman Adèle. Bonsoir, tous les mélomanes, tous les habitués de l'émission Rendez-vous sur Antenne 1. Je vous salue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes en forme? Oh, je vous en prie, on est toujours au rythme de la RDC. Mais comment est-ce que vous pouvez être en forme au moment où il y a pénurie de carburant, de longues files devant les stations accentuent les embouteillages? Oui, maman, c'est vraiment inquiet ces derniers jours. La circulation n'est plus fluide. Il y a vraiment concentration de véhicules. C'est vraiment triste. Et surtout pour ceux qui se rendent dans les services, ceux qui se rendent dans leurs rendez-vous précieux. C'est un problème parce que, nonobstant qu'il y a un adage qui dit « le respect de l'heure est l'ami des grands », mais ce jour ici, en RDC, je ne sais pas, celui qui en fait sienne. Mais c'est un peu triste parce que c'est depuis l'époque de Mobutu que cette histoire a été un peu fréquente. Mais depuis la prise du pouvoir de Félix Tshisekedi Tshilombo comme chef de l'État, on est quand même calme, mais ces derniers temps, cette crise est accentuée. Ça a commencé d'abord par l'intérieur, mais aujourd'hui, là, à Kinshasa, c'est vraiment au top et que ça dérange tous les services. Une ambiance hors du commun règne dans les stations d'essence, marquée par la présence surtout de mototaxis et véhicules venus se ravitailler en carburant sans succès. Il y a ceux qui ont passé nuit, qui passent nuit dans des stations d'essence. Quelle réalité déplorable, M. Raphaël Bolikango? Oui, là, Maman Adèle, vous me poussez à faire une analyse, une observation technique, parce que je reprends l'intervention de son Excellence ministre de l'Hydrocarbures, Didier Boudimbu, dernièrement à la presse nationale. Il dit que c'est dû à un retard de livraison et un retard de déblocage des fonds, parce que, vous savez, maman, ça il faut le dire, il faut qu'on se le dise, la République démocratique du Congo, ici, le prix du carburant à la pompe est, je pense, le moins cher du monde. Parce que quand vous parlez de 2400 francs congolais, donc $1, c'est un peu difficile, mais nous devons savoir, si nous faisons une observation technique, nous devons savoir que si nous achetons le carburant à la pompe au montant de 2400, qui représente presque $1, avec un peu de frais subsidiaires, mais c'est la subvention de l'État. Ici, si nous achetons le carburant moins cher, le carburant, l'État subventionne la décote. Mais là où l'État congolais a péché, quand même, l'État devait faire de son mieux pour que cette situation ne perdure pas, parce que la pénurie de carburant et ses dégâts collatéraux, ça crée une frustration au niveau de la population. La population vit le moral en berne à cause de cette réalité. On ne sait plus vaquer librement à nos occupations. Oui, Maman Adèle, mais c'est une situation qui ne prendra pas assez du temps, d'après les propos du ministre des Hydrocarbures, mais c'est quand même défendu que la situation est débloquée. Vous devez savoir aussi, avec ce problème de la guerre, la Russie et l'Ukraine, tout ça, il y a des anomalies. Si nous rejetons un regard sur le rétroviseur, à travers même les pays européens, ça pose toujours un problème, même par rapport au chauffage des gaz. Il y a toujours un problème avec cette guerre. Mais les combats que les embouteillages sont accentués à cause des longs files devant les stations pour s'approvisionner en carburant, alors il n'y a rien.
Oui, c'est difficile. Et lorsqu'encore le ministre dit que nous devons un peu résister, et on doit 620 mètres cubes par jour au lieu de 1100 mètres cubes pendant cette période du mois de septembre. C'est un peu difficile, mais je pense qu'il a dit qu'on va lancer un peu beaucoup plus de transports en commun, des transco. On va multiplier le nombre de bus. Bon, on va essayer un peu de s'habituer ce jour à laisser un peu, à garer un peu multiplier nos véhicules. Multiplier le nombre de bus. Avec, nous n'avons pas de routes. Il faut compenser d'abord par construire des routes annexes, et ravitailler la ville avec des véhicules qui assurent le transport en commun, vous ne trouvez pas? Parce qu'il y a un sérieux problème, la ville de Kinshasa est butée aussi à un sérieux problème de route. Oui, là, Madame Adèle, en ce qui concerne la réhabilitation des routes secondaires, là, en tout cas, il y a quelque chose. Le gouvernement des Warriors est en train de réhabiliter, de construire des artères secondaires, là, il faut le dire. Mais ce qu'il y a que ça tombe un peu comme une malchance. Au moment où on est en train de réhabiliter les différentes artères, et il y a aussi la pénurie du carburant, ce qui fait un peu un méli-mélo. Mais Madame, pour la construction des artères secondaires, faites un peu le tour de la ville. Là, en tout cas, le gouvernement des Warriors est en train quand même de gagner des points à ce niveau-là. Mais en ce qui concerne le carburant, bon, ce qui est encore déplorable, c'est qu'il y a le phénomène aussi des Kadhafi. C'est ça. Excusez-moi de vous interrompre. Je voulais vraiment qu'on puisse bien tarder là-dessus. La pénurie des carburants en République démocratique du Congo. Du côté des vendeurs sur le marché parallèle de carburants communément appelé Kadhafi, certains coopèrent avec le pompiste pour être servis en grande quantité au détriment de chauffeurs dont la desserte est réduite. Voilà le spectacle qui n'est pas agréable. Oui, personnellement, je n'ai pas pu assister à ça, mais à entendre les chauffeurs et les motards qui sont les clients des stations-service, ils sont en train de décrier ce processus. Au niveau des cambistes, c'est la fête. Parce que là, ils vont, oui, c'est bon, c'est encore le poil de bête, comme ça a été à l'époque de Mobutu, là. Mais j'espère que le gouvernement, comme l'a dit le ministre du hydrocarbures, Didier Boudimou, il s'apaisantit là-dessus pour que la situation soit débloquée et que tout revienne en ordre. Il faut accorder un peu du temps. Je pense comme il y a déjà les solutions, la commande est là, les bateaux sont en cours de route, tout ça. Mais je pense que le gouvernement de Royos, que nous comptons beaucoup pour un peu redorer le blason de l'RDC, va s'en prendre pour que ça ne revienne plus la prochaine fois. Ces cambistes qui achètent d'une manière frauduleuse les carburants, ils arrivent à revendre ça à un prix élevé à tous ces conducteurs de véhicules qui n'arrivent pas à supporter selon fil. Voilà les réalités qui n'enchantent pas plus d'un Congolais. Alors là, madame, qu'est-ce qu'il faut comme remède? Là, on doit mettre en place, au niveau de la ville de Kinshasa, le gouvernorat de la ville de Kinshasa, par l'apport de ses ministres des carburants, des transports, doivent mettre l'intérieur, doivent mettre le mécanisme pour essayer un peu d'être présents dans les stations de service, pour on régule un peu le nombre de litres à vendre par véhicule et aussi essayer d'annihiler ce phénomène-là des Kadhafi, parce que c'est un peu déplorable lorsqu'on vend la station à 2450 et que les Kadhafistes vendent ça à 5000, vous voyez là, 5 litres déjà ça revient à peu près à 20-25 000 francs congolais, ce qui fait que dans le panier de la ménagère, ça induit, parce qu'il y a maintenant, je vois comme pour aller Kitambo vers la ville, maintenant c'est 3000 francs au lieu de 1000 francs, alors ça dérange un peu le pouvoir d'achat. La question que les communs des mortels se posent, est-ce que les pétroliers avaient averti sur cette pénurie? Non, apparemment. Bon, ça c'est la politique au niveau du gouvernant et des opérateurs économiques. Je pense qu'il y a toujours un problème de prix. C'est comme je vous dis qu'au niveau de la RDC, pour éviter, pour essayer, autant qu'on vende un peu le carburant avec un prix normalisé, et que la vie mondaine soit très active. Autant, parce que quand on voit un peu les pays étrangers, le carburant se vend entre 2 $. Mais ici, je ne sais pas. Bon, pour moi, il faut un peu lâcher. Mais parce que nous tous, nous parce les savons. Parce qu'au moment où les Kadhafi vendent à 5000, à la station,
c'est à 2450. Mais lorsque vous venez, vous ne pouvez pas, vous n'atteignez pas la pompe et vous achetez à 5000. Alors, la situation médiane, pour moi, la situation médiane, c'est que le gouvernement et les opérateurs économiques essaient d'arranger qu'on mette même le prix de carburant à 1,5 $, 1,5 $, 3000 francs, pour que la situation soit décantée. Parce que au moment où cette situation persiste, nous perdons, parce que je devais payer 1000 francs en taxi pour Kitambo vers Boulevard, maintenant je paye 2000, 3000, alors non, autant que je paye à la régulière 1500 francs, et que à la pompe, nous les savons tous, ça soit réduit même à 3000 francs. Comme ça, on essaie de chercher une situation médiane. On n'en peut rien. Parce que nous sommes, oui, nous sommes, maman, excusez-moi, nous sommes la RDC, un pays producteur du pétrole. Hein. Moi, j'étais dernièrement à l'Équateur, j'ai été vers la rivière Itimbiri, mais il y a du pétrole. J'ai été vers Guémena, hein, j'ai été à Libengue, des blocs pétroliers que nous regardons comme ça, que nous n'exploitons pas. Il faudra que le ministère des coopérations internationales aille un peu chercher les économistes, les multinationaux qui produisent le pétrole fini. C'est ça notre problème. Nous avons du pétrole ici, par-ci, par-là, mais nous ne produisons pas le produit fini ici. Je pense que la solution durable, c'est que la RDC produise aussi des barils de pétrole finis, parce qu'on parle du carburant d'abord, nous savons tous que la cause principale est la rareté des produits pétroliers suite aux différents problèmes liés à l'approvisionnement, dont lié à l'approvisionnement relatif au déclenchement de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais comment les pays occidentaux arrivent à stabiliser la crise, arrivent à trouver des solutions pour pallier à cette crise? Et ici, en République démocratique du Congo, nous ne savons pas maîtriser cette crise pour que la population ne soit pas frustrée. Oui, ce que vous venez de dire là, c'est relatif même aux propos que je viens de dire. On dirait que les pays occidentaux sont toujours en train d'appauvrir l'Afrique, parce que eux, ils ont leurs réserves, ils ont leurs réserves stratégiques, mais nous, qui sommes les producteurs, les producteurs naturels, nous exportons le pétrole à l'état extractif et ça nous revient en produit fini. On attend encore des tanks qui doivent venir pour pomper, reverser le carburant pour fini ici. Là, je pense que le gouvernement doit essayer un peu d'étudier cette situation-là pour qu'on arrive à produire du pétrole fini ici. Il y en a au lac Kivu, lac Victoria, à la cuvette centrale. On a du pétrole presque partout. Et il faudra que le gouvernement applique une politique programmée pour que nous arrivions un jour à produire le produit fini qu'on appelle pétrole, carburant, ici en RDC. Vous soutenez la thèse selon laquelle Kinshasa est au bord de rupture de stock de carburant? Mais oui, mais nous pouvons être dans la thèse parce que le numéro 1 de l'hydrocarbure, le ministre Didier Lumumbu, est passé à la presse nationale. Il a dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que pendant tout le mois de septembre... Il a parlé de la baisse sensible des stocks en carburant disponible en République démocratique du Congo. Ah oui, mais heureusement, maman, ça c'est pour la zone, la zone grand centre. Mais pour la zone est, là je pense que le carburant vient de... Là c'est un peu intraverti. Les carburants viennent des pays de l'Est pour nos régions de l'Est. Mais pour nous, les grands centres, en tout cas, il faudra que le gouvernement, il y en a des services au niveau de la présidence de la République. Il y a tout un conseiller principal chargé de cette matière, des hydrocarbures. Il faudra que la RDC soit à mesure de produire son carburant. Je pense que si ce n'est pas ce mandat, le second mandat de président Félix-Antoine Tshisekedi, on doit essayer un peu d'étudier comment la RDC peut produire. Parce que
si la guerre perdure au niveau des pays occidentaux, tout consort, il y a toujours des solutions vice-versa. Quand on parle de la situation de l'environnement, on dit que la pièce des richesses se retrouve en Afrique où nous avons les tourbières qui contiennent beaucoup de réserves de carbone, là, tout ça là, ce sont des scènes d'horreur. Donc la RDC doit faire de son mieux. Il y a une très grande spéculation sur le prix. On ne sait pas combien payer exactement. Chaque chauffeur, conducteur de véhicules qui assure le transport en commun fixe son prix, et les taxis motos également. La conséquence, c'est la population qui en souffre. Madame Adèle, soyons pratiques et pragmatiques. La situation à Kinshasa telle qu'elle se présente en ce jour, même si essaie un peu de réguler la vente au niveau des stations pour éviter un peu de tricheries, des fraudes, des cautionnements là, mais au niveau de la circulation, je pense qu'il faut aussi que la police de roulage, les agents de transport soient un peu en veilleuse. Une situation qui perturbe fortement le transport en commun et contraint plusieurs Quinois à des longues marches à pied. Oh maman, mais je vous dis que même quelques-uns qui ont des véhicules, ils abandonnent les véhicules. Comment vous pouvez faire 1 heure du temps, le véhicule ne bouscule même pas, et puis il y a même, ça entraîne même des pannes techniques au niveau de la température du moteur qui augmente, tout consort. C'est un peu difficile. Bon, mais pour nous qui avons nous avons vécu le gouvernement Mobutu, bon, on a vécu, ce n'est pas la première fois que cette situation rebondisse, mais je pense que le gouvernement Warriors, dirigé par le Premier ministre Sama Lukonde, ou le ministère de l'Hydrocarbures, prend en branle-bas ce problème, parce que c'est vraiment une priorité pour le ministère des Hydrocarbures de chercher une solution idoine, et c'est comme nous prenons en parole ce que le ministre Boudimbu a dit. Nous attendons que fin septembre, ça emboîte aussi même la rentrée scolaire. Les élèves ne peuvent pas aussi aller à l'école parce que le moyen de transport, comme c'est un peu difficile. Lorsque l'horaire des cours sera difficile à être exécuté, quand on dit que le cours commence à 7h30, mais vous avez 2 heures du temps d'embouteillage ou de panne sèche, c'est un peu difficile. C'est pour ce mois, pour la rentrée scolaire aussi. Mais je pense que, comme les ministres... Nous craignons que la ville de Kinshasa reste paralysée le plus longtemps possible. Mais cette réalité, c'est même dans les compagnies aériennes qui connaissent des difficultés pour se ravitailler en kérosène. Il y a des vols qui sont suspendus. C'est déplorable, c'est déplorable parce que ça fait des déficits, ça fait des prises en charge, pour les voyageurs, ça fait des prises en charge excédentaires, des imprévus, des séjours qui s'ajoutent. C'est un peu difficile, c'est vraiment difficile. Je comprends, j'ai des amis, des connaissances qui sont dans ce cas, qui sont bloqués au niveau de l'intérieur, d'autres qui sont bloqués au niveau de Kinshasa, qui doivent rentrer pour reprendre leur service académique ou scolaire. Mais Madame Adèle, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous sommes butés à cette situation. Et nous ne pouvons qu'ouvrir l'œil et l'oreille pour que le gouvernement de Warriors, qui connaît bien la situation, parce qu'ils sont en train de le vivre au quotidien, que vous soyez membre du gouvernement ou que vous soyez un simple citoyen, nous sommes butés au problème d'embouteillage, nous sommes tous butés aussi sur... Ce gouvernement de Warriors dont vous semblez vanter, on les accuse d'avoir négligé l'alerte des sociétés de transport et de distribution de produits pétroliers. Oui, oui et non. C'est-à-dire c'est toujours par des tractations entre le gouvernement central et les opérateurs économiques, les pétroliers. C'est toujours des tractations. Bon, on cherche toujours à subventionner, c'est toujours la subvention, mais vous savez aussi, nous sommes butés aussi avec l'état d'urgence, l'état de siège, la guerre à l'Est, tout consort. C'est ça aussi, ce sont des situations inconfortables sur qui est à Kinshasa devient un casse-tête. Oui, maman, je vous dis que qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut que mettre la main au cœur et un peu de souffle, un peu de footing, mais je pense que... Comme vous avez semblé tantôt de les dire, à cela s'ajoutent les contrôles divers des agents de transport
en commun ou de la police des roulages? Oui, là je demande au gouverneur, l'excellence Gentili Gobila, avec son gouverneur provincial, de mettre un peu en veilleuse le contrôle des documents jusqu'à ce que la situation de cette pénurie de carburant soit décantée pour pour ne pas alimenter la gronde sociale. Hein. Là, c'est un conseil. Ce n'est pas vraiment le moment d'être trop strict. Il faut qu'on mette en veilleuse le contrôle technique. Il faut que la police de roulage, les agents de transport soient en veilleuse pendant cette période, ce qui pourra un peu éviter la gronde sociale et éviter aussi que par inadvertance, qu'on matraque, qu'on massacre les efforts du gouvernement. C'est très ridicule de constater que cette fois-ci, les bouleversements de la rentrée scolaire viennent plutôt de la pénurie de carburant à la pompe qui gagne les stations d'essence. Oui, ça c'est une évidence, à part quelques écoles privées, mais il n'y a pas vraiment affluence des élèves. Bon, cette semaine, je vois que les bancs sont encore en berne, s'il faut le dire. Les élèves n'ont pas encore repris vraiment les cours, mais je pense que comme d'ici là, on va voir, la situation sera décomptée, Maman Adèle. On n'a pas une autre solution. Pénurie des carburants impose un corvée aux Quinois. Voilà, les gouvernements doivent faire de son mieux pour que cette réalité puisse trouver gain de cause, n'est-ce pas, M. Raphaël Bolikango? Oui, maman, je sais que nous sommes les avocats de la population, mais nous devons quand même expliquer à la population que nous, la RDC, malgré nos potentialités naturelles, nous avons le pétrole, mais notre difficulté, c'est que nous n'avons pas l'industrie de transformation sur place pour transformer le pétrole en produit fini. Il faut qu'on se fasse de l'effort. Il faut savoir aussi que il y a aussi le problème de la guerre en Europe, Russie-Ukraine, et il y a aussi le problème des déblocages de fonds au niveau des trésors publics. Ce n'est pas du tic au tac, il y a tout un mécanisme pour débloquer l'argent. Voilà. Mais il faudra que nous soyons un peu patients. Nous donnons la chance au gouvernement, dont le ministre du hydrocarbures a demandé à la population une compréhension pour le mois de septembre. Voilà. Je soutiens le gouvernement à ce que la situation soit décomptée au plus vite possible pour que la marche du gouvernement des Warriors continue son bonhomme de chemin. Vous avez salué la rentrée scolaire dont le go a été donné par le Premier ministre à Kisangani. Pourquoi avoir choisi ces coins du pays pour la rentrée scolaire alors qu'il devait le faire ici à Kinshasa, la capitale de la RDC? Madame, vous devez savoir que Kinshasa c'est la capitale, mais nous avons 26 provinces. Le gouvernement des Warriors, conduit par le Premier ministre Sama Lukonde, n'est pas appelé à être planqué ici à la ville de Kinshasa. Il doit faire le tour des provinces parce que nous sommes dans l'établissement de l'exécution du projet des 145 territoires. Ce n'est pas ici seulement. Donc le Premier ministre doit quand même se rendre à travers les provinces pour palper du doigt. Moi, j'appuie ce qu'il a fait. Il est parti à Kisangani et il a lancé la rentrée scolaire au niveau de Kisangani, la région de la province de la Chopo. C'est une bonne chose. Et de ce côté-là, je pense que par rapport au carburant, il n'y a pas vraiment une crise comme ça est ici. Mais il faut que la rentrée scolaire soit reprise aux dates du 5 septembre. Ça, c'est pour être dans les normes du calendrier scolaire. Parce qu'il faut qu'on avance. La rentrée scolaire, mais vous pensez qu'à Kwamuntu, dans les Maïndombe, où la situation reste toujours tendue, la rentrée scolaire est effective. Les gouvernements donnent l'impression de ne pas donner des signaux pour pouvoir résoudre ce problème qui perdure aussi. Oui, Maman Adèle, le problème de Kwamout, on en a parlé pour la dernière fois ici. On a essayé un peu d'esquisser ce problème-là au niveau de la province de Maïndombe, le problème de Kwamout, tout ça là. Bon, nous avons vu dernièrement la délégation du gouvernement conduite par le VPM à Selo, avec quelques membres du gouvernement. J'ai vu le ministre des Affaires humanitaires et du droit humain se sont rendus.
Bon, mais seulement, il s'était rendu sur par la voie fluviale, sur la côte fluviale, alors que les incidents se passent plus sur la voie routière de Mongata vers Bandundouville. Mais je pense à leur retour, ils ont essayé de corriger et ils sont repartis cette fois-ci. Mais je pense que cette histoire-là des guerres, des conflits intertribales, tout ça là, il faudra que le ministère des Affaires coutumières soit vraiment dans son assiette, qu'il s'applique. Pourquoi on a créé le ministère des Affaires coutumières? C'est pour voir les accoutumances, les problèmes qui se passent, les conflits des terres. Ce qui est de crier à première vue, le gouvernement central ne donne pas des signaux suffisamment en guise de remédier à cette réalité. Non, les signaux sont là parce que qu'est-ce qu'il faut lorsqu'il y a un conflit dans un milieu? C'est le ministre de l'Intérieur, il faut la protection des biens et des personnes. Je pense qu'il faut peut-être gonfler les unités de police et de surveillance, les LANER, tout consort, et même aussi au niveau de la défense nationale, renforcer le bataillon qui se trouve au Maïndombe là-bas. Et j'ai vu aussi, il faut aussi, pas seulement la protection des biens des personnes, il faudra aussi la justice. J'ai vu le ministre de la Justice être dans la délégation. Il faudra remettre l'appareil judiciaire en marche, ce qui est en train de se faire. Mais il faut les sécuriser. Je pense qu'il faut qu'on gonfle la province de Maïndombe, surtout le territoire de Kwamut et l'autre territoire où il y a les Batende, l'exécution. Il faut qu'on renforce les agents de sécurité. De projets, je pense que la situation de 145 territoires va gagner suffisamment de terrain dans des coins du pays où il y a des conflits comme à Kwamut et à l'est de la République démocratique du Congo. Bien, madame, mais malgré qu'il y a la guerre, mais le quotidien de la population vit toujours au quotidien. Et ils sont en train de manger, ils sont en train de faire, de s'affairer à quelques besoins soient-elles. Mais le développement des 145 territoires, c'est un programme. Ce programme s'exécute déjà. Oui, c'est déjà mis en application dans certaines provinces. Et d'ailleurs, dernièrement, il y a eu au niveau du Kasaï, j'ai vu que ça a été lancé. Et dans les jours qui viennent, je pense ce week-end, au niveau de la province de la Mongala, le VPM Liaou et le vice-ministre du budget Élisée Bokoumouana vont déclencher aussi le processus au niveau de la Mongala. Bon, c'est question de déclencher d'abord le processus et avec les administrateurs du territoire, les gouverneurs des provinces, ils vont essayer d'un peu de ventiler l'exécution par rapport aux priorités et surtout que nous n'avons plus 5 ans, 2023 et après-demain ici, il faudra que, comme on l'a dit, il ne faudra pas que le programme de 145 territoires soit étalé à long terme. Je pense que c'est un problème de court et moyen terme par rapport aux 2 ans qui nous restent. Nous avons appris que le président du parti de l'unité Puna, Élisée Bokoumouana, oui, séjourne à la Mongala, toujours en guise du projet de 145 territoires. C'est pour procéder comment? Parce qu'on a besoin de fruits de ces projets. Oui, je pense au niveau de la province de Mongala, ça a pris un peu de retard. Vous savez, nous avons eu un problème au niveau des élections des gouverneurs et le chef de l'État, la Cour constitutionnelle, ont arrangé cette situation dans le bon sens. Il y a une bonne justice distributive. Il y a le gouverneur, l'excellence César Limbaya, qui a pris ses fonctions accompagné de son acolyte, le vice-gouverneur Blaise Mongo. Et maintenant que l'état-major provincial est en place, les délégués du gouvernement central descendent pour essayer déjà de lancer ensemble, en concert avec le gouvernement provincial de la Mongala, pour mettre en branle le processus de développement, je pense en matière routière, en matière de transport fluvial, en matière d'infrastructures sportives, sanitaires, tout consort. Donc je pense que vraiment voir, ce n'est que le lancement, mais après le lancement, les travaux effectifs seront
exécutés par les différents partenaires, les différentes sociétés qui ont gagné l'offre de Merci pour certains cet marchés. éclairage. Nous allons évoluer dans cette émission avec notre invité, M. Raphaël Bolikango, secrétaire général du Parti de l'Unité Puna. Bunagana, toujours occupé par les forces négatives. Oh là 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 là, madame, le problème de l'Est, ça me chagrine toujours. Que faire pour libérer cette cité et délivrer la population de ce coin du pays? Madame, je sais qu'au niveau de la présidence de la République, au niveau du ministère de la Défense nationale, il y a des démarches qui se font. Oui, il faut pas qu'on se les cache. Nous avons un déficit de matériel militaire, des équipements militaires, mais le ministre de la Défense a été dernièrement dans les pays occidentaux. En l'occurrence, il a été en Russie, il a été en Turquie et d'autres, la Chine. À ce que je sache, il y a déjà les premiers lots des matériaux qui sont déjà arrivés. Ça va régaillardir un peu les troupes militaires, parce que lorsqu'on n'est pas bien équipé, on ne peut pas faire face avec des adversaires farouches, soit-ils des rebelles. Mais je pense que comme on l'a souhaité, ça a été entamé par nos confrères de Congolais de l'étranger, et je pense que la solution de la coopération Russie-RDC va avoir des dividendes, et je pense qu'avec cette coopération militaire, on pourra, dans les jours qui viennent, on pourra extirper cette rébellion-là. Selon vous, quelle est la clé pour sortir de la crise à l'est de la République démocratique du Congo? La clé qui peut constituer une solution en guise de donner la paix à l'est de la RDC. Oui, Maman Adèle, nonobstant la diplomatie, et la voie diplomatique et la voie politique, qui ne finissent jamais, même après la guerre, on sera toujours appelé à parlementer de façon politique et diplomatique. Mais Maman Adèle, la solution, c'est la refondation, les réarmements des FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo. Le jour où nous allons voir une armée forte, comme ça a été à l'époque du président Mobutu, là, à ce moment-là, le peuple congolais sera en paix et ne sera plus inquiété, parce que c'est l'inefficacité des forces armées de la République démocratique du Congo qui est mal équipée, et aussi il y a des traîtres, des intrus qu'on doit dénicher, et je pense que lorsque le chef de l'État pourra gagner ce pari, à rééquiper l'armée et à réorganiser les ressources humaines congolais de souche, patriotes, et je pense que on ne va plus s'amuser avec la RDC. La surmilitarisation. Nous sommes révoltés. Monsieur Raphaël Bolikango, petit pays-là, le Rwanda, doit commencer toujours à nous tutoyer comme ça. La surmilitarisation à l'est, décriée par la population de ces villes occupées, n'arrive toujours pas à décanter cette situation, à faire libérer Bunagana. Ça, c'est très déplorable. Oui, la petite c'est une surmilitarisation inutile en quelque sorte. Oui, la petite contrée de Bunagana qui tient l'actualité actuellement, je pense que c'est un repli stratégique ou un statu quo stratégique que les services militaires de renseignement ont pris. Mais je pense que dès que l'armada qui est en parchemin, dès que nous allons nous approprier de l'armada qui vient de nos partenaires, je pense que, madame, on ne va plus parler de Bunagana comme bastion de la rébellion. Voilà, merci pour cet éclairage. Dossier émolument de députés. Des réactions fusent de partout par rapport aux propos de Martin Fayulu, qui a, selon lui, donné les chiffres, les montants que les députés congolais touchent chaque mois. C'est quand même une somme exorbitante. 21 000 $, c'est beaucoup, selon Martin Fayulu. D'où est-ce qu'il a trouvé tout ça? Et il y a de ces députés qui haussent le ton pour fustiger
les propos de Martin Fayulu, qui dit vrai, on ne sait pas exactement. Mais pourquoi aux députés on doit donner beaucoup d'argent comme ça et aux enseignants, un misérable 200 000 francs, c'est pas intéressant quand même. Quel écart? 21 000 $, c'est pas une forme de corruption déjà en avant? Maman Adèle, je sais que les problèmes des émoluments des députés nationaux est en train d'animer la chronique ces derniers temps. Ça a été enflammé par l'honorable Martin Fayulu. Bon, cette histoire-là, mais je pense que il faut aménager cette histoire-là, même au niveau de lui-même, l'honorable Martin Fayulu. Vous savez que ce sont des secrets quand même, il y a d'autres problèmes, ce sont des secrets de service. Parce que pendant tout ce temps-là, je pense qu'il est dans son 3e mandat, il a été député provincial, il a été député national, mais pendant tout ce temps-là, ce n'est pas seulement aujourd'hui que les députés nationaux touchent des sommes excédentaires. Mais pourquoi aujourd'hui il doit dire ça sur la rue, étaler ça sur la rue comme ça? Moi, je suis pas d'accord. Parce que les enseignants croupissent dans le misère. Ils ne touchent que 200 000 francs congolais. Vraiment. Oui, madame, vous devez savoir pour les enseignants. C'est une discrimination. Le gouvernement de Joseph Kabila a laissé les enseignants D6 avec combien? Avec 80 000 francs. Aujourd'hui, les D6 ont les 300 000 francs. À part ça, il y a des primes, il y a aussi des prises en charge. Mais non, évidemment, ça ne suffit pas. Mais il faut encore qu'on fasse mieux. Bolikan, pourquoi pas réduire ces émoluments des députés en guise d'augmenter quand même l'enveloppe salariale, ne fût-ce que des enseignants et des fonctionnaires de l'État? Bon, là, c'est un problème au niveau du cadre budgétaire parce que là, le chef de l'État a soutenu la réduction des trains de vie des institutions, gouvernement, Assemblée nationale. Mais, madame, nous devons se dire quelque chose. Il faut qu'on fixe aussi l'opinion. Il ne faut pas qu'on distrait l'opinion aussi. Lorsqu'on parle émolument, bon, en vrai sens du mot, l'émolument et les primes, c'est quelque chose un peu différent. Hein? Quand on parle émolument, c'est le salaire. Les primes, c'est autre chose. Mais je pense que eux tous sont unanimes que les émoluments des députés nationaux tournent autour de 7 000 $. Hein? Donc c'est ça le salaire. Mais les autres rubriques qui sont des primes ponctuelles, des primes de session, des primes de commission. Ce sont des élus du peuple, ils gagnent beaucoup au moment où la population croupit dans la misère. Quelle équation? Bon, madame Del, si nous jetons un regard à la Constitution, il y a un article qui soutient que il faudrait que les honorables députés nationaux aient un traitement raisonnable à leur niveau. Vous devez comprendre, maman Adèle, les députés nationaux, nous les côtoyons, nous les voyons. Les députés nationaux, ils sont la représentation nationale. Un député français, par exemple, touche combien? Oh, mais les députés... grand écart s'il faut les comparer aux députés congolais. Mais non, madame, moi j'ai vu le député européen, il touche au vrai sens 24 000 €. 24 000 € plus 12 billets de voyage. Quand est-ce qu'on va parler? On va parler du peuple d'abord. Donc ils sont autour de 30 000 $. Raphaël, quand est-ce qu'on peut parler du peuple d'abord? Où est la place du peuple d'abord? La population n'arrive pas à manger à sa faim. Cette population est privée de l'eau potable. Il n'y a pas d'électricité. Les taux du dollar prend de l'ascenseur. Il y a inflation. Quand est-ce qu'on va parler du peuple d'abord? Madame, c'est là ce que vous parlez du peuple d'abord. Là, nous parlons de la refondation. Là, c'est un problème. Les autorités se servent d'abord, c'est ça? Bon, charité bien ordonnance par soi-même, pas nécessairement. Mais il faudra que le chef soit quand même conforté, dans une situation confortable pour encadrer la cour. Parce que lorsque le chef n'est pas dans une situation confortable, il n'aura pas son impérium. Mais madame, il faut comprendre aussi les députés nationaux. Leur salaire, c'est 7 000 $. Les autres, ce sont des primes de logement. Je pense, malgré qu'ils ont peut-être un montant un peu exorbitant, mais même nous là, même les fonctionnaires, à part les monuments, on parle de primes, indemnités sociales, transport. Ce sont des primes. On ne peut pas...
est-ce que lorsqu'on vous dit on vous paye combien, vous allez citer les heures supplémentaires. Quelles sont les primes des enseignants les acidités. Non, ça c'est autre chose. Parce que la formation de base, c'est au niveau de l'école primaire, secondaire, voire jusqu'à l'université. Ils ont quelles primes, les enseignants et les professeurs d'université? Oh, Madame Adèle, c'est échelonné. Il y a les agents de bureau, il y a les L'État a du pain sur la planche, Monsieur Raphaël. C'est échelonné, on ne peut rien, Madame. Voilà. C'est échelonné, on ne peut rien. Mais moi, je soutiens qu'il faut savoir que les députés nationaux ont une grande charge. Il faut aller seulement le matin devant leur résidence et même là, dans leur province d'origine. Qu'est-ce qu'ils font des concrets ou des palpables? Ils assistent leurs électeurs. Les contacts avec la base, c'est très rare. Ils font des actions de développement. Les desiderata de la population ne trouvent pas gain de cause. Rendez-vous un peu. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Rendez-vous, Maman Adèle, rendez-vous un peu dans les provinces. Et oui, je ne dis pas tous les, ce sont tous les 608 parlementaires qui font des actions de proximité au niveau de la population. Mais j'ai vu quand même, il y en a beaucoup qui sont en train quand même d'apporter leur petite pierre à l'édifice provincial. Vous êtes dans un territoire, on vous dit que c'est tel député national qui a fait qu'il y ait des forages d'eau, qui ait un peu d'alimentation d'électricité, qui aménage un peu les voies des dessertes agricoles, qui soutient un peu les zones de santé. Voilà, merci. C'est un peu ça. Merci pour cet éclairage. Nous sommes à la fin de cette émission. La centrale électorale à CENI, Denis Kadima, nous parle des élections. Selon lui, les élections auront bel et bien lieu en 2023. Mais bien que les signaux n'indiquent pas la tenue de ces élections, de ce scrutin, le Parti de l'Unité, vous vous préparez en conséquence pour affronter les élections, ainsi de suite, et avoir beaucoup de sièges au Parlement, ainsi de suite. On peut des mots et un message particulier pour clore cette émission. Oui, merci Maman Adèle. Nous, le PUNA, le Parti de l'Unité nationale, dont l'autorité morale et l'excellence Élisée Boukoumouana Namaposo, et que moi, j'assume la régulation, le fonctionnement du parti en ma qualité de secrétaire général, je vous rassure que nous sommes dans les préparatifs, nous sommes dans la période préélectorale, nous sommes en train de nous armer pour affûter les scrutins qui viennent et que nous au niveau de la présidentielle, nous soutenons toujours, nous réitérons toujours notre soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous avons soutenu déjà depuis notre congrès de 2018. Nous étions même parmi les premiers partis à déclarer de soutenir le président Félix-Antoine Tshisekedi. Et que pour la CENI, d'après le président Kadima, avec les démarches qu'il est en train de faire, il rassure qu'en 2023, il y aura élection. Je vous dis que avec les moyens techniques modernes, on peut toujours avoir les élections en 2023. D'ailleurs, ils sont déjà avancés parce qu'il y a déjà la cartographie qui est déjà terminée au niveau de la CENI. Bientôt, ils vont commencer le processus d'identification et je pense au mois de décembre, ça sera le début de l'enrôlement. Nous pouvons dire que bonne chance à la CENI et que le soutien du gouvernement central et des partenaires extérieurs soit toujours à point nommé et au bon moment pour que le calendrier et la feuille de route soient respectés. Grand merci, M. Raphaël Bolikango, secrétaire général du Parti de l'Unité PUNA et secrétaire exécutif des alliés de l'UDPS. FPAU avec le coordonnateur Laurent Batoumona, Diataba. Bi-hebdomadaire, le rendez-vous. Merci énormément aussi à notre directeur de production qui a participé à cette émission, M. Blaise Lunda. Merci aux preneurs de vue, à notre réalisateur Ange Kassa. Je vois Ig Moussangela et Bardo et les autres. Pour ne pas citer tout le monde, je vous remercie vous tous. La rediffusion de cette émission se demain à 11h heure de Kinshasa. Une très belle soirée à tous et chacun.